20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Mobilisation des étudiants exclus des instituts privés. Ils exigent une égalité de traitement avec leurs camarades du public. Regroupés au niveau de la place de l'Obélisque, ils ont exhorté l'État du Sénégal à s'acquitter de sa dette pour leur assurer de bonnes conditions d'études. Retour sur le viol suivi de meurtres commis sur Maria Massagna, militante de PASTEF. Ces présumés bourreaux, 2 charretiers ont été identifiés. Occasion pour poser le débat autour de ces Sénégalais charretiers de profession de plus en plus impliqués dans des faits d'une rare violence. Quelles sont leurs motivations? Qui sont ces individus si prompts à nous rendre service et qui s'introduisent chez nous sans montrer patte blanche? Les réponses du sociologue Ali Anne dans ce journal. Bouffée d'oxygène pour les retraités de l'IPRES. La direction annonce une augmentation de 5% sur leur pension. Une hausse qui prendra effet dès ce 15 octobre. Et puis célébration de la journée mondiale dédiée à la santé mentale. La SAM qui en a profité pour remettre un mémorandum aux autorités plaide pour l'intégration des soins dans le système sanitaire, mais aussi pour l'ouverture de centres psychiatriques dans les régions. Et puis un constat fait lors de cette journée. De plus en plus de Sénégalais sont en proie à une santé mentale fragile. Les explications du psychologue Serigne Mormbaye, ce sera avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Et après leur professeur, c'était au tour ce matin des étudiants des instituts privés de donner de la voix. Ils réclament une égalité entre étudiants du public et ceux du privé et ont organisé une marche pour se faire entendre. Les détails dans ce reportage signé Tidiane Sissé et Diafaraba. Des foulards rouges attachés à la tête, des pancartes brandies, le tout pour signifier leur ras-le-bol. Les étudiants des universités privées d'enseignement supérieur n'en peuvent plus. Leur revendication est claire. Pourquoi limiter les droits des étudiants du privé? Nous revendiquons que ces étudiants aient de l'accès dans les restaurants publics. Maintenant, les étudiants du public ont reçu 100 000 francs comme aide. Les étudiants du privé ont reçu 60 000 comme aide. Et aide, c'est égal aide. Nous revendiquons à ce que les étudiants qui sont renvoyés retournent dans les amphis. Nous sommes victimes d'une injustice fondée dans l'entreprise de l'injustice sociale au sein de l'éducation, je veux dire, sénégalaise. Moi, je ne peux pas concevoir cette injustice-là. Pour ces étudiants, il y a une injustice contre les universités privées du Sénégal et cela doit cesser. Comme que l'État, quand tu ne casses pas, tu ne touilles pas, tu ne blesses pas, il ne va pas régler le problème. Si la voie professionnelle ne va pas, nous allons manifester comme les autres étudiants. Depuis plus d'une semaine, ces étudiants sont privés des enseignements. Leur établissement réclame une dette de 16 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Et puis une année scolaire apaisée, une préoccupation de la COSIDEP en tournée à Ziguinchor. Le coordinateur national de la coalition a confessé sa crainte de voir la tension politique actuellement constatée impacter l'année scolaire. Chermo en appelle à la retenue des acteurs politiques pour éviter toute irrégularité dans le fonctionnement du système éducatif. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi. Lancer aussi une alerte par rapport à l'année prochaine. Nous le savons, c'est une année assez particulière de par le fait qu'elle soit une année d'élection, élection locale et élection présidentielle. Donc une année qui risque d'être une année de vive tension. Et nous souhaiterions évidemment, et c'est ça qui donne le sens à notre campagne Nos vacances pour l'école, souhaiterions qu'on puisse anticiper justement sur les conflits probables et faire en sorte que l'année prochaine puisse être sécurisée, de sorte que les querelles d'adultes ne puissent pas impacter sur ces innocents enfants. Nous continuons à penser que nous avons un système éducatif très paradoxal. Tout le monde sait que nous faisons partie des champions en matière de ressources injectées dans ce système. Plus de 400 milliards en moyenne par an. Or, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont dans aucune offre. Vous avez encore parlé des abris provisoires. Ceci est un paradoxe. Paradoxe dans le sens où la distribution et la répartition du budget devraient être réinterrogées. Paradoxe parce que nous avons eu des ressources humaines de très grande qualité. Et malgré tout, nous n'arrivons toujours pas à faire des résultats. Paradoxe parce que le système ne manque pas de dialogue. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de concertation. Mais malgré tout, il y a une instabilité chronique qui est notée. Paradoxe parce que nous faisons partie des références au plan international. Mais vous le savez, nous faisons partie des pays les plus
inefficients en termes de résultats scolaires. Et puis de l'éducation, nous passons à la justice. Le procureur près le tribunal de grande instance de Pikine écarte toute thèse politique sur le meurtre de la dame Mariama Sagna. Selon Amadou Seydi, cette dame a été violée avant d'être étranglée par 2 bourreaux, des charretiers. Nous écoutons Amadou Seydi que voici avec Habib Fayas Malik Diop. Les investigations subséquentes menées par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Kermassar, en collaboration avec leurs collègues de la brigade de recherche de Faidherbe, ont permis l'interpellation du premier charretier Ousseynou Diop, qui a reconnu avoir participé à la commission des faits. Salou Boy, le deuxième mis en cause, est toujours en fuite et aux dernières nouvelles, il se trouvait aux environs de Kaolack. Toutes les unités de gendarmerie de la région sont en alerte et devraient procéder incessamment à son arrestation. À ce stade de l'enquête, 3 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit du charretier Ousseynou Diop et des 2 personnes qui ont reçu la télévision, en l'occurrence Khadim Gueye et Fatou Bintou Thiam. Par conséquent, il y a lieu de préciser que cette affaire ne revêt aucune connotation politique. Voilà, au devant de l'actualité ce soir, donc, ce viol suivi de meurtre qui défraie la chronique dans Dakar et sa banlieue. Mariama Sagna, cette militante du parti PASTEF, retrouvée morte dans sa chambre après avoir subi l'horreur avec ses bourreaux, 2 charretiers. Ce soir, nos reporters ont tenté de comprendre pourquoi des charretiers de métier sont de plus en plus impliqués dans des faits d'une rare violence. Ils ont rencontré le sociologue Ali Anne, spécialiste du comportement humain. C'est un reportage signé Ndeye-Marie Dabo et Pape Sangone Mbaye. Vivre, subvenir à ses besoins pousse bien des jeunes à l'aventure, parfois vers des métiers dont ils n'ont ni le profil, ni les compétences et rarement les comportements requis. C'est le cas de bon nombre de conducteurs de charrettes, selon ce sociologue. Le profil de charretier, c'est également des descendants directs souvent. Donc des personnes qui sont venues du milieu rural et qui se sont installées. Et dans la plupart du temps installées dans des quartiers périurbains. Pas de caractéristiques particulières. Ces jeunes embrassent ce corps de métier pour des besoins familiaux ou personnels. Il n'y a pas de caractéristiques particulières. Aujourd'hui, on distingue le charretier par le fait de le voir conduire sa charrette. C'est comme ça qu'on le distingue. Il n'y a pas de caractéristiques particulières. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que quand ces gens viennent dans le milieu urbain et qui veulent s'insérer dans le milieu économique, il n'y a pas un dispositif d'accueil qui permet d'organiser tout cela et qui aurait permis de faire une caractérisation de tous ces métiers et qui aurait permis effectivement d'arriver à cette caractérisation dont vous parlez. Ça n'existe pas. Leur pratique parfois malsaine s'explique par la recherche de gains faciles. Et ce, par tous les moyens possibles. Donc ce qui se passe dans leur tête, c'est le souci du gain, c'est le besoin d'argent. Le besoin d'argent vite fait, c'est ça, véritablement les véritables moteurs qui conduisent ces personnes à ces genres d'actes, qui sont des actes qui sont regrettables et que certainement eux vont regretter par la suite, mais souvent le mal est déjà consommé, le mal est déjà fait. La structuration de ce corps de métier par les autorités étatiques est une des solutions envisagées pour aider ces jeunes à ne pas tomber dans la criminalité ou le banditisme. Allez, nous parlons tout à fait autre chose à présent. Colère des habitants de Meut, c'est dans la commune de Bambilor. Ils déplorent le manque d'eau dans leur localité et ont profité d'une assemblée générale tenue à cet effet pour informer justement ces mêmes autorités qu'ils ne comptent plus participer à aucune élection tant que leur souci d'approvisionnement en eau ne sera pas réglé. El Hadj Diop est le porte-parole de ces populations. Nous l'écoutons. Toutes les populations de Meut et Grom 3, 2 localités situées dans la région de Dakar, département de Rufisque, commune de Bambilor, sont réunies derrière ce mouvement et ont décidé de ne pas participer aux prochaines échéances électorales tant que le problème de l'eau n'est pas réglé. Aucune autorité politique n'a pu résoudre cette vieille doléance. Doumar Gueye et Ngagne Diop, qui sont pourtant des natifs de la localité. Le premier, Omar Gueye, était le ministre de l'hydraulique et avait tous les pouvoirs pour apporter une solution définitive à ce problème de l'eau. Le second, Ngagne Diop, actuel député maire de la commune de Bambilor,
sur qui nous avions beaucoup compté, n'a réalisé aucune infrastructure sociale de base. Les femmes se lèvent à 3 h du matin et font des kilomètres pour trouver le liquide précieux dont la qualité n'est pas des meilleures. Nous lançons directement un appel au président de la République et son ministre de l'Hydraulique, afin d'apporter une solution définitive à ce problème s'il veut gagner ici le soir du 24 février 2019. Et si les populations de Mbut courent derrière l'eau, en revanche à Dakar, bientôt la fin des soucis liés à l'eau. C'est l'assurance du DG de la SONES, Charles Fall. Les 10 forages implantés à Tasset dans le département de Thiès sont mis en service pour renforcer l'alimentation en eau potable de Dakar. Le directeur général de la SONES et ses techniciens étaient sur le site de Tasset dans le département de Thiès pour s'enquérir justement de l'état d'avancement des travaux. Nous les écoutons dans ce reportage signé Charanta Diop et Seylatir. Les ouvrages disponibles, le centre de captage de Tasset sera livré dans les semaines à venir. Les 10 forages qu'on a au finish, donc on aura une capacité d'environ plus de 20 000 m3 par jour. Tous ces forages actuellement sont réceptionnés. On a terminé ces forages, on est en train de les équiper. Le niveau d'exécution, donc pour la station de pompage, donc on peut dire qu'on est presque à 95% puisque tout est installé. Pratiquement d'ici quelques jours, on va finir au plus tard au mois de décembre. Une satisfaction du directeur général de la SONES, Charles Fall, venu s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux. Il confirme que ces ouvrages permettront de régler définitivement le problème d'eau à Dakar. Nous sommes certains, si Dieu le veut, qu'à la mise en service des ouvrages que vous venez de visiter, cela va davantage améliorer l'alimentation en eau des populations de Dakar. La particularité ici, c'est que Tasset va desservir tous ces villages qui sont traversés par la conduite d'ici à quasiment la route nationale. 40 000 m3, c'est très important. C'est quasiment aujourd'hui les 90% du déficit en eau qui ont été annoncés. Les vannes sont ouvertes, l'eau coule à flot et sera transférée vers les réservoirs de Thiès avant d'être acheminée sur Dakar. À Thiès, nous sommes, à Thiès, nous restons pour parler cette fois-ci d'une autre bouffée d'oxygène au profit des retraités du Sénégal. Le président du conseil d'administration de l'IPRES annonce une augmentation de 5% sur l'ensemble des pensions, mais aussi sur les rappels, une hausse qui prendra effet à partir du 15 octobre prochain. Mamadou Rassinsi était en tournée dans la capitale de Rail pour une séance d'explication sur les mesures prises pour l'amélioration des conditions de vie de cette tranche, de cette catégorie professionnelle. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Cher Diop. Lors de la conférence sociale tenue en 2017, le chef de l'État, dans son souci de venir en aide aux couches les plus défavorisées de la population, dans son souci d'alléger les charges pour les personnes du troisième âge, avait demandé, je dirais même avait décidé, la mise en place à partir de janvier 2018 d'une pension minimale, ce qui était une innovation majeure dans le système de retraite au Sénégal. Parce que vous savez, ça n'existait pas. Parce que c'était un système par points où les gens touchaient uniquement par rapport à la durée de cotisation et le montant des cotisations. Nous avons également corrélé cette pension minimale à une augmentation de 5% sur l'ensemble des pensions, aussi bien sur les ayants droit directs que sur les veuves et orphelins. C'est pour vous dire que donc ces deux mesures qui ont été prises, d'une part la pension minimale qui maintenant est devenue définitive. Vous savez, pour connaître l'importance de cette mesure, ça touche plus de 30 000 retraités. Quand on dit 30 000 retraités, chaque retraité faisant vivre au moins 10 personnes, vous voyez que ça touche une population de 300 à 500 000 personnes. Et je crois que c'est quand même une mesure qu'il convient de saluer parce que ça réduit quand même la fracture sociale. C'est également un moyen de lutter contre la précarité pour les personnes du troisième âge. On peut parler véritablement d'une véritable révolution dans le système de retraite au Sénégal parce qu'il en fallait même modifier les statuts de l'institution.
Et je le dis et je le répète, toutes les mesures qui viennent d'être prises, à savoir la pension minimale, donc il n'y aura plus de pension inférieure à 35 000 au Sénégal, c'est terminé. Après l'adoption du protocole sur la libre circulation des personnes en Afrique, l'ONG ENDA exhorte les chefs d'État africains à l'application de ce même protocole d'ici 2020. Un plaidoyer qu'ENDA, à travers son centre africain pour le développement, dit mener au nom de l'intérêt commun des pays africains. Un appel lancé lors d'une rencontre tenue ce matin en présence de nos reporters Charles Diop et Pape Sangoné Mbaye. Circuler librement, résider ou tout simplement s'établir hors de son pays reste une problématique. C'est pourquoi ENDA, Centre africain pour le développement, veut changer la situation. Pour y arriver, la ratification du protocole de libre-échange pour les pays africains signataires est capitale. Pour garantir les mêmes droits et obligations à l'ensemble des citoyens africains, partant du principe selon lequel, en dépit du potentiel reconnu du continent africain, le développement ne peut être une réalité si les Africains eux-mêmes ne peuvent pas circuler librement. Pour le moment, seul le Rwanda a ratifié le protocole et pourtant, il est d'intérêt commun. Vous avez vu que l'Afrique a adopté la zone de libre-échange continentale qui va offrir un marché de plus d'1 milliard de personnes. Rien que dans l'espace CEDEAO, nous sommes plus de 330 millions qui pourraient aller à 450 d'ici 2030. Ce marché est énorme. Regardez les exportations du Sénégal. Plus de 51,86% des exportations sénégalaises vont en Afrique de l'Ouest et en Afrique donc de manière générale. Si les protocoles sont appliqués, si le marché est ouvert, le Sénégal peut accroître considérablement sa production parce qu'il aura un marché encore plus grand. La libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement à l'étranger ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Toute ouverture de frontières et de marchés a aussi des défis qu'il faudra adresser. Nous les comprenons, nous savons très bien qu'il y a un enjeu sécuritaire, il y a quelquefois des enjeux sanitaires, mais cela est prévu dans le protocole, c'est-à-dire que le principe, c'est la libre circulation des marchandises et des personnes. Il y a des exceptions aménagées où un pays peut refuser l'entrée sur son territoire d'un citoyen africain pour des raisons de santé ou pour des raisons de sécurité. ENDA Kassit soutient que la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement ouvrent des portes de coopération. Toutefois, un appel est lancé aux chefs d'État africains de ratifier ce protocole d'ici fin 2020. Et puis sachez que le Sénégal justement a prévu de ratifier ce protocole pour très bientôt. Le gouvernement aurait même entamé des concertations à ce sujet selon Maître Djibril Ouar, que nous écoutons toujours au micro de nos reporters. Lorsqu'on parle de la libre circulation des personnes et des biens, déjà le Sénégal même, dans la réalité, même en l'absence quand même d'une disposition qui le lie, est bien en plein quand même au respect quand même de ces règles. Dans le processus de mise en œuvre et de concrétisation de ces dispositions, c'est sur la base en tout cas d'un projet qui est soumis à l'Assemblée nationale que cette dernière, dans les travaux d'une commission technique, la commission des affaires étrangères va devoir se saisir de cette affaire et en présence du gouvernement et du ministre, le président de la République ne va ménager aucun effort pour que ces conventions en tout cas puissent prendre leur pleine obligatorité en tant que loi effective quand même qui va s'appliquer vraiment dans toute sa teneur. Et puis je veux l'annoncer en titre, célébration ce mercredi de la journée dédiée à la santé mentale. Le thème retenu cette année, la santé mentale et les jeunes dans un monde en pleine mutation. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a présidé la cérémonie à Rufisque, eh bien avec les nouvelles technologies, les jeunes sont de plus en plus exposés aux pathologies mentales. Docteur Aloïs Diouf, que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Thiam. Le thème de cette année traduit les attitudes et les dispositions qu'il faut prendre par rapport à ces mutations qui sont observées aujourd'hui dans notre monde. Vous le savez, nous avons une jeunesse qui est exposée aux nouvelles technologies. Une jeunesse qui, à partir de l'adolescence, et les résultats l'ont montré, 10 à 20% des adolescents dans ce monde souffrent de troubles mentaux.
C'est-à-dire qu'au moment où l'adolescence suscite un comportement nouveau chez l'individu, il ne faudrait pas qu'on puisse en rajouter avec les nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle le thème de cette année appelle à une prévention, appelle à une prise de disposition, appelle à un accompagnement de cette tranche de notre population à l'école et au niveau de leur famille. C'est tout le challenge qu'il y a dans le thème de cette année. Et nous restons avec la célébration de cette journée. L'ASSAM, l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux, en a profité pour plaider pour une intégration des soins de santé mentale dans le système sanitaire, mais également pour demander l'ouverture de plusieurs services de psychiatrie dans les autres régions du Sénégal. Le président de cette association a remis un mémorandum ce matin donc au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ansoumana Dione, que nous écoutons au micro de nos reporters. Le mémorandum, le premier point, c'est une audience que nous réclamons, que nous exigeons avec le président Macky Sall en présence du ministre de la Santé. Le deuxième point, c'est la gestion de la santé mentale, l'intégration des soins de santé mentale dans le système sanitaire avec l'ouverture de services de psychiatrie dans tous les hôpitaux régionaux, la gratuité de certains médicaments psychotropes pour une meilleure prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. L'ouverture d'une filière à l'INDSS pour la formation des techniciens supérieurs en santé mentale. Élaboration et mise en œuvre d'une politique de santé mentale jusqu'ici inexistante au Sénégal. Et puis en marge de cette journée de la santé mentale, un constat est fait. De nombreux Sénégalais souffrent de plus en plus d'une santé mentale fragile et pourtant paradoxe. Ils sont nombreux à afficher la mine des beaux jours et ne rien laisser entrevoir. Selon le psychologue Serine Mormba, eh bien c'est la pression sociale qui pousse à la déviance. Fatima Tatouré l'a rencontré, reportage. Beaucoup d'activités à longueur de journée, une existence, une vie, un quotidien d'apparence paisible. Et pourtant, ils sont nombreux à vivre l'instabilité, traînant le poids de la pression sociale. Quand les jeunes n'ont aucun moyen de se distraire en pratiquant certaines activités pour éviter l'oisiveté et être serein par rapport à leur avenir, il est plus facile pour eux d'avoir des idées noires, une santé mentale fragile et même penser au suicide. C'est ce qui justifie un peu le concept créé il y a quelque temps de cela, Barça ou le Barsac, car c'est le manque d'espoir qui a causé cela. Pour remédier à cela, il faudrait impérativement augmenter les structures psychiatriques. La consommation de drogue, elle, se justifie souvent par le besoin pour certains de s'évader et éviter les tracas du quotidien. Je peux ainsi affirmer que cela s'est accentué à cause du fait que les institutions, dont le but est de prendre en charge ces personnes en difficulté, ne sont pas suffisantes. Ainsi, le gouvernement doit établir un projet d'avenir pour les jeunes. Ainsi, le gouvernement doit mettre en place un projet d'avenir pour les jeunes, en créant des structures pour les accompagner. Mais cela doit cependant débuter dans les maisons, les écoles. Mais maintenant, ce qu'on a constaté est que les parents n'assurent plus leur rôle d'éducateur. Car, normalement, c'est à eux d'abord de tout faire pour entretenir la santé mentale de leur progéniture en mettant tous les moyens en œuvre. Le manque de centres psychiatriques s'y ajoute. Les Sénégalais n'ont pas la culture d'aller voir un psychiatre. Accentue le problème de la santé mentale au Sénégal. Une campagne de sensibilisation doit être menée par les autorités pour conscientiser la population. Et puis nous parlons de cet accident mortel survenu donc ce matin, un minicar en provenance de Kolda pour Sédhiou qui tentait de doubler un autre minicar et qui a sauvagement heurté un enfant de 4 ans. Son nom, Lassana Soli. Les populations de Paka-Obani, très en colère, réclament la présence des forces de sécurité sur l'axe Sédhiou-Kolda. Les accidents étant très fréquents sur cette route et nous écoutons Banding Sognan, il est habitant de Bani Pakao, au micro de notre correspondant Bakary Conté. Aujourd'hui, ce matin, on s'est réveillé. Tôt le matin, on avait entendu un bruit au niveau de la route. Il n'y avait que seulement les femmes au niveau de la route. Bon, je me suis sorti dans ma maison, j'ai trouvé que vraiment un enfant sur terre. Je demande la question, qu'est-ce qui a été produit ici? Ils m'ont dit qu'il y a un car qui a heurté un enfant de 4 ans. Ouais, ils font la course et l'un veut doubler l'autre.
tandis que l'autre veut descendre le passager. Voilà, l'autre qui veut doubler, c'est ce chauffeur-là qui a heurté un enfant. Bon, le chauffeur n'a pas pu arrêter. Il a refusé immédiatement d'arrêter. Bon, il a pris la fuite et il est allé jusqu'au croisement Badouan pour pouvoir arrêter là-bas et aller au commissariat de police. C'est pas la première fois. Ça a été, bon, j'ai constaté, depuis qu'on a construit cette route nationale qui mène Kolda vers Sédhiou, bon, il y a plusieurs cas d'accidents qui ont été produits ici. Je peux dire que c'est l'indiscipline des chauffeurs. Parce que si on constate, les chauffeurs ici, dès qu'ils ont eu cette immense route-là, ils ne prennent même pas leur temps de contrôler, comment adresse. Ils ne savent même pas là où je devais faire la vitesse, là où je devais diminuer. Il y a aussi une école, et puis nous sommes en pleine année scolaire, je veux dire. Et ici, dans ce village, il y a beaucoup d'enfants. Mais si vraiment cette indiscipline est fréquente dans cette route-là, est-ce que, imaginez, d'ici certains temps, on va encore entendre un autre accident? Puis culture, avant de refermer cette édition, le festival Image et Vie prend fin aujourd'hui. Du 6 au 10 octobre, différents artistes y ont exposé leur production. Des films y ont été également projetés. À terme, ce festival permettra de redynamiser le secteur artistique au Sénégal et notamment celui du cinéma. Nous écoutons Fatou Mbaye, elle est la directrice du festival Image et Vie au micro de Mamadou Bipa Sissoko. Nous sommes à notre 18e édition. Le festival a débuté depuis ce 6 octobre et se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la clôture. Ça se fera au Magic Land, au complexe Semben. En fait, le festival a pour objectif de rassembler les cinéphiles et de montrer les talents cachés des jeunes réalisateurs, parce qu'il y avait les récidives auparavant. Ensuite, on dirait que le cinéma est mort au Sénégal. Il y a des activités dans le festival, comme vous avez vu derrière moi, les fresques murales. Ce sont des partenaires qui nous viennent de Bordeaux qui le font. Il y a aussi des micro-trottoirs sur les tirailleurs sénégalais. Voilà, il y a plein d'activités dans le festival. Et puis 500 millions de francs CFA investis dans l'éducation dans la commune de Fan.E. C'est ce qu'a déclaré Palamang, le maire de la commune. Procéder ainsi à la remise officielle de l'eau de fourniture scolaire, mais aussi de matériaux pédagogiques. Nous l'écoutons au micro de Nissa Prera. Je pense que si dans mon discours, j'ai parlé d'un package, je ne vais pas me limiter seulement à vous dire le montant des fournitures. Mais vous savez, quand on parle de développement, quand on parle de l'éducation, il y a un ensemble. Au-delà des fournitures, il y a l'aspect pédagogique, mais également il y a le cadre de vie. Donc c'est la raison pour laquelle nous, cette année, nous avons débloqué au moins au minimum 500 millions, rien que pour l'éducation, à travers l'octroi de fournitures scolaires, l'octroi de matériel didactique comme des imprimantes, des photocopieuses, mais également le pavage de l'ensemble des écoles, plus l'achat d'un bus neuf pour nos élèves. Donc ce qui tourne autour de 450 millions, 450 à 500 millions. Et vous avez sans doute dû rectifier par vous-même, ce n'est donc pas Palamang, mais plutôt Palassemble, le maire de la commune Fan.E. Une fois n'est pas coutume, un seul élément sport dans cette édition et nous le démarrons sur les pistes. Un relais par équipe de 3 jours et un marathon entre Kaolack et Fatick, c'est ce qui est au programme de la première édition de l'événement sportif Sénégambie, une course pour l'intégration. C'est prévu en janvier prochain. Pour les initiateurs qui faisaient face à la presse, ce n'est pas juste du sport, il y a également les volets culturels, économiques et touristiques en vue. Compte rendu, cher Salih Boudiara. 3 jours de sport et de culture pour une meilleure fusion des peuples entre 2 pays voisins. Sénégambie, une course pour l'intégration, une aubaine pour vendre la destination. Pour une touriste, le développement du tourisme m'a motivé tout au début, mais mes collaborateurs ont vu plusieurs volets à travers la course. Des volets tels que l'intégration et l'amitié entre les 2 peuples. Prévu du 19 au 21 janvier 2019, l'événement se compose de 2 épreuves. Un relais par équipe de Farafenni à Dakar et un marathon. Le départ doit se faire le 19 janvier 2019 au pont de Farafenni, qui va coïncider avec l'inauguration du pont. Et de Farafenni jusqu'à Kaolack, les équipes vont faire la course pour la première étape. Le lendemain, ce sera le 20, il y aura 2 courses qui vont prendre départ. La course du relais va continuer sur Mbour, mais il y aura un marathon
qui va prendre départ de Kaolack jusqu'à Fatick et qui s'arrête là. À partir de Mbour, le relais continue et le troisième jour, le 21, arrive à Dakar. Pour y participer, il faudra s'acquitter des tarifications. Nous avons dit que toute équipe qui veut participer va donner une somme symbolique de 1 million. Nous, on prend en charge en pension complète, transport, hébergement, restauration. Pour le marathon, c'est une inscription de 25 000 francs par dossard, c'est de Kaolack à Fatick. 11 millions de francs CFA, c'est le budget programmé pour les récompenses des lauréats entre le prix du président et celui du prix de la consolation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite après moi, Pape Ndiaye dans Faram Factier. Il reçoit ce soir le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée et à demain.